C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons l'économiste Julien Pillot. Bonjour Julien, consultant, enseignant-chercheur à l'INSEC, bien entendu, je l'ai dit tellement de fois. Moins fréquent, l'entrepreneuse Angélique Gérard est avec nous. Bonjour Angélique. Bonjour Delphine. Présidente de la STEM Academy, puis conseillère spéciale du groupe Iliad. Bienvenue dans ce débrief. À côté de vous, le chercheur Clément Feutry. Alors là, on est carrément sur une première, Clément. Première pour le débrief ensemble. Data scientist au sein du cabinet européen de conseil en stratégie et en organisation Square Management. Alors, nos sujets de débat, on va parler de la chute d'Insect et on va voir si c'est un cas d'école. On va aussi s'intéresser au Wi-Fi qui arrive dans les avions, à cet accord qui a été passé entre Air France et Starlink. Mais nous allons commencer avec la rentrée parlementaire. Alors, on va voir ce qu'il en est du numérique avec Éric Bothorel qui est connecté avec nous, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Monsieur Bothorel. Bonjour Delphine, vous allez bien ? Ouais, super. Comment se passe votre rentrée parlementaire, cette reprise des travaux ? Écoutez, elle se passe très bien. En tout cas, elle se passe mieux que elle s'est conclue au mois de juin. Non, très sérieusement, je pense on a tous très hâte de reprendre les travaux. Alors, bien évidemment, avec un focus sur le projet de loi de finances, qui sont les exercices obligés de cette fin d'année. Donc, peut-être un peu moins de place pour traiter du sujet Nice 2, tel qu'il avait été envisagé qu'il puisse être examiné avant l'échéance du mois d'octobre. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que ce sera pour un peu plus tard. Alors, moi, j'en parle beaucoup de Nice 2, mais justement, c'était une question que j'avais. Est-ce qu'on va respecter cette échéance du 14 octobre, qui est normalement vraiment la date butoir pour transposer la directive dans les États membres ? Non, mais vous y croyez un seul instant, on est le 7. Donc, non, ce sera jamais le 14, et ça a été négocié pendant l'été vis-à-vis des instances européennes, bien évidemment, pour qu'elles tiennent compte des particularités qui sont liées à la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale au mois de juin, et qui effectivement redistribue les cartes. Donc, qu'est-ce que vous avez comme dossier du numérique, là, sous le coude ? On a Nice 2 de toute façon qui viendra, ça c'est une évidence. Après, on ne sait pas sous quelle forme il viendra. Est-ce que ce sera un projet de loi qu'on appelle DADU, vous savez, qui embarque plusieurs types de dispositions dont il faut que notre droit s'adapte. Ouais. Alors oui, ça pourrait être, plutôt que de prendre le projet de loi résilience au départ dans lequel il y avait DORA, REC et Nice 2, peut-être repartir sur un texte moins complexe, issu de la rédaction de l'ANSSI, pour quelque chose qui sera soit avant la fin de l'année, soit en tout début d'année prochaine. Bon, je voulais quand même vous entendre sur la nomination de Clara Chapaz. Alors, rattachée à la recherche, mais il y a cette question peut-être d'un double rattachement, d'ailleurs, avec Bercy. Oui, alors j'ai pas vu les lettres, les décrets d'attribution pour l'instant. C'était les questions qu'on avait. J'ai évoqué le sujet avec Clara quand je l'ai rencontrée après sa prise de fonction lors d'un match caritatif pour e-enfance. Donc le premier sujet de discussion, c'était de savoir effectivement si elle reprenait des périmètres de l'ancien périmètre de Marina Ferrari, parmi lesquels les télécoms, etc. Il semblerait qu'il y ait une petite redistribution malgré tout avec d'autres acteurs de Bercy. Je n'ai pas, alors je vous parle des décrets d'attribution, mais il semblerait quand même que Clara ait la main sur quelques administrations berciennes, ce qui est plutôt rassurant par rapport aux premiers éléments qui avaient circulé. Bon, parce que ce rattachement à l'enseignement supérieur et à la recherche, ça vous séduit, vous, quand pour adresser par exemple le sujet de l'intelligence artificielle, on se dit c'est pertinent, pour autant Clara Chapaz n'a pas non plus un profil scientifique. Comment vous percevez les choses ? Je pense que sur l'intelligence artificielle, tout le monde conviendra que parce que d'abord, on est le pays organisateur du sommet de l'action pour l'intelligence artificielle qui aura lieu au mois de février au mois de février de 2025. Oui. Et ensuite, parce que nous avons, et ça a été rappelé par le chef de l'État, engagé des moyens via France 2030 sur la formation de 100 000 ingénieurs autour de l'intelligence artificielle pour faire de la France un pays plus qu'attractif, un pays leader sur le sujet. Ça me paraît pas déconnant en fait que Clara soit rattachée au ministère de l'Enseignement et de la Recherche, parce qu'il y a ce sujet qui est prioritaire. Je dis pas que les télécoms, on a fait le boulot. On sait bien qu'on a des sujets sur la couverture, mais admettons quand même que depuis 2017, il y a des choses qui aient été faites et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la fin de comète, la queue de la comète, qui est le raccordement, la fin du cuivre, d'un certain nombre, des aspects qui sont plus tout à fait ceux de l'urgence avec laquelle il fallait traiter le sujet il y a quelques mois. Il y a malgré tout des sujets sur la cybersécurité, mais là c'est pareil, on le sait bien, il y a un sujet qui
qui est portée pas uniquement par la secrétaire d'État, qu'elle soit rattachée à Bercy ou ailleurs, le dispositif rattaché à Matignon, le fameux SGDSN, et puis l'ANSSI, qui travaille sur ces sujets. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, d'abord qu'on ait un gouvernement à cette rentrée, après la trêve des Jeux Olympiques, et qu'on se mette au boulot. Oui, bien sur les réseaux, il y a quand même aussi un règlement qui est attendu du côté de tous les opérateurs européens, le Digital Networks Act. D'ailleurs, je fais un sujet là-dessus dans Smart Tech, mais on aura le temps d'en reparler. Une réaction, Angélique Gérard ? Oui, moi je suis plutôt étonnée et agréablement étonnée en fait du rattachement de Clara Chapaz au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vois ça d'un très bon signe en fait. Je trouve que c'est un signe très fort du gouvernement qui prouve sa volonté d'investir en fait sur la recherche. Donc on a grand besoin en fait que ça puisse fonctionner ainsi. Quand Bercy avait une approche quand même plus centrée sur le développement économique et le soutien au développement commercial des startups. Clara Chapaz, c'est une figure majeure de l'écosystème français en termes de start-up. Elle risque, enfin c'est pas qu'elle risque, c'est que je pense qu'on va avoir une stratégie en fait axée sur, on va venir renforcer les collaborations entre les start-up et la recherche, donc les universités, les labos, pour faire de la France, en tous les cas on l'espère, une nation de pointe en matière de technologie de rupture. Et puis cette réorganisation, elle peut aussi vouloir symboliser une vision plus durable et plus intellectuelle du numérique, où la formation des talents, la création des savoirs et l'innovation scientifique prend enfin sa place dans la stratégie nationale. C'est ce qu'on souhaite. Et puis, on vous souhaite une bonne reprise, Éric Bothorel. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des rapports de force politique sur les sujets du numérique. En général, vous êtes une poignée, plutôt tous d'accord sur ce qu'il faut faire, non ? Oui, alors on va être peut-être un peu moins nombreux. Enfin, j'ai pas fait le compte de ceux qu'on avait perdus pendant l'été, même si entre 2017 et 2022, on avait déjà perdu quelques personnes qui avaient investi ce champ-là par le passé. Le rapport de force, écoutez, il va se mesurer à l'épreuve des textes examinés. Hein. Enfin, souvent la vérité des prix, c'est au moment de la réunion des commissions ou celle de l'Assemblée qui permet. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on a une petite idée du rapport des forces. Ok, merci beaucoup d'avoir été connecté avec nous. On vous laisse reprendre vos travaux. Nous, on va continuer notre débrief en plateau. Je voulais qu'on revienne sur la chute de cette start-up industrielle Insect, géant français de l'élevage d'insectes. L'entreprise a ouvert une procédure de sauvegarde juridique. Elle a 1 an pour trouver de nouveaux partenaires financiers, puis sauver sa peau. Hein. En vrai, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Julien ? Quelle est votre analyse ? Les raisons sont multiples, elles sont d'ordre macro et puis d'ordre microéconomie, comme très souvent d'ailleurs pour les histoires de ce type-là. Sur le plan macro et conjoncturellement, on peut évidemment déplorer le fait que la conjoncture actuelle soit compliquée sur le plan économique. Effectivement, lever des fonds aujourd'hui est un peu plus compliqué que ça ne l'était les années précédentes parce que le relèvement des taux fait que l'argent gratuit n'existe plus et ça devient quelque chose d'assez compétitif de lever des fonds aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit hein, depuis le début de l'année, on est sur des levées de fonds de l'ordre de 250 millions d'euros pour les startups de ce type-là, contre 1 milliard l'an dernier, à époque comparable en fait. Donc on voit qu'il y a quand même un gros coup de frein en fait. Un gros coup de frein dont finalement les startups qui n'ont pas encore la capacité d'être rentables par leur business model, par l'exploitation de leur business model, finalement sont les premières à souffrir. Et donc derrière, il faut regarder sur le plan microéconomique ce qu'a fait Insect ou ce que n'a pas fait Insect, mais peut-être qu'il y a eu des précipitations dans certaines opérations d'acquisition, peut-être qu'il y a eu aussi une montée en puissance en fait sur le plan industriel, peut-être un petit peu trop rapide par rapport à la réalité de la demande sur le marché qui leur est adressé. Et tout ça mis bout à bout fait que effectivement derrière on a des startups d'ordre industriel qui sont en difficulté en France. Et puis évidemment le dernier étage de la fusée c'est toujours le même, c'est quel est l'état finalement de notre écosystème de corporate venture en fait en France et en Europe plus particulièrement. On sait que c'est un vrai relais de croissance au niveau américain et que
relativement à ce qui se fait outre-Atlantique, on a toujours un peu plus de mal en fait à passer à l'échelle du fait d'un réseau de corporate venture qui est un peu plus atone. Moi, là, ce que je lis, c'est dans les diverses analyses, c'est un investissement très important d'argent public, peut-être trop d'argent public mis dans Insect, peut-être que trop d'ambition avec cette giga-usine qui a pris aussi du retard à cause de la période Covid. Bon, est-ce qu'on doit comme ça s'auto-flageller alors qu'on était face à quelque chose de très ambitieux finalement, Clément ? Je vois qu'on lit les mêmes choses, j'ai les mêmes informations que vous. Moi, si je prends un peu plus de recul, ce que je me dis aussi, c'est que est-ce qu'ils sont finalement pas trop en avance ? Ça s'est déjà vu par le passé, hein, par exemple, même sur des grosses boîtes. Microsoft qui avait essayé de lancer l'iPad avant l'heure, ça avait floppé complètement. Qui autour de ce plateau a déjà mangé des insectes finalement Je pense qu'on moi. Bon, bah, finalement, on n'est peut-être pas représentatif de la totalité des Français, mais je pense que. Et puis c'est quand même d'abord pour l'alimentation animale. C'est l'alimentation animale. Mais de ce que j'ai lu, il me semble que c'est quand même plus cher que d'autres sources d'alimentation. Alors il y a une ambition écologique qui est totalement louable et souhaitable, mais je pense qu'il y a peut-être une avance de phase un peu trop importante avec le marché, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, avec des coûts de production qui sont en train de baisser, mais qui n'arrivent pas encore à rattraper l'objectif. Mais c'est un peu le principe de la start-up industrielle, de la deep tech. Angélique, quelle est votre lecture de cette aventure entrepreneuriale ? Bon, déjà, c'est triste, hein, parce que c'était un de nos fleurons de la French Tech, donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. On espère que notre grande prêtresse de l'administration judiciaire du redressement, Hélène Bourboulou, arrivera avec les dirigeants à reconstruire l'histoire. En fait, ce projet phare d'Insect, c'est quand même le pionnier, en fait, en termes sur la production de protéines par les insectes. Ils ont fait des choix, on va peut-être parler même du choix du verre de farine, qui est un sujet, parce qu'en tant que pionniers, forcément, ils ont été sur ce sujet quand d'autres alternatives concurrentes sont nées, sur un marché qui n'est pas encore mature. On peut parler d'Innovafeed, on peut parler également de Next Protein, qui a investi sur la BASF. La BASF, qu'est-ce que c'est ? C'est la mouche soldat noir. Ça demande moins de complexité. C'est des croissances beaucoup plus rapides, hein, de l'œuf à la larve sur la mouche, vous êtes en 14 jours et en fait, le verre de farine, lui, est nourri par des céréales, donc il faut les acheter, donc il y a un coût, lorsque la BASF se nourrit de déchets organiques. Agricoles, alimentaires, donc en plus c'est joli pour la planète, et donc va pouvoir produire des quantités de protéines en un temps record. Donc aujourd'hui, il y a des concurrents qui n'ont pas levé autant, je crois que c'est 600 millions d'euros quand même, donc on a un acteur qui a une dépendance excessive au capital, qui a construit cette magnifique usine qui devait produire 60 000 tonnes d'insectes par an, mais qui n'a jamais en fait atteint sa maturité industrielle. Et donc tout ça fait que ça devient extrêmement complexe et que l'ambition a peut-être quand même été un peu importante. Est-ce que c'est un mauvais signe pour la réindustrialisation de notre pays, Julien ? Un mauvais signe, il ne faut pas non plus il ne faut pas donner à Insect plus d'importance qu'elle n'en a. Néanmoins, effectivement... Mais Angélique rappelait quand même à juste titre les 600 millions d'euros. On pariait quand même beaucoup dessus. Oui, mais elle a aussi parlé peut-être de quelques erreurs stratégiques. Et on a pu aussi souligner le fait qu'ils étaient un petit peu en avance sur le marché, ce qui stratégiquement est toujours un problème. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on peut se poser la question, parce que si on veut réindustrialiser, on veut le faire aussi de façon propre. On veut le faire aussi sur des technologies qui, mises en mode industriel, nous donnent aussi un avantage concurrentiel ou un avantage comparatif sur les marchés étrangers. Donc il faut le faire effectivement sur des industries qui ressemblent un peu plus à Insect qu'elles ne ressemblent aux industries de la première ou de la seconde révolution industrielle. Donc effectivement, pour pouvoir réussir à faire monter en puissance ces industries-là, il faut une amorce longue et massive de capitaux qui viennent du public ou du privé, mais c'est vrai qu'en ayant un écosystème de corporate venture qui est moins, on va dire, dynamique que ce qui peut exister par ailleurs, on a effectivement une ultra-dépendance à des capitaux publics, tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs, à juste titre, et peut-être que ça nous pose une question de savoir si tous nos objectifs de réindustrialisation à périmètre constant sont effectivement réalisables si on se rêve une réindustrialisation un peu plus verte en fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces gros fonds aujourd'hui capables de soutenir notre deep tech ?
C'est, je pense, avant tout culturel aussi. Hein. Moi, j'étais jeudi dernier avec un... Dans Venture Capitalist, il y a la notion du risque. Donc, je veux dire, dans ces métiers-là, le risque existe. Je veux bien entendre qu'on n'a pas la culture du risque, mais ce sont des métiers où on risque de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on en risque moins en Europe qu'ailleurs ? Un fonds, il vise surtout son exit à 5-6 ans. Donc forcément, il a aussi cette analyse du risque. Donc son objectif, c'est quand même de gagner de l'argent. Ouais. Et de faire x3, x4 sur son investissement. C'est pareil outre-Atlantique. Son objectif, c'est aussi de gagner de l'argent. Oui, absolument. Absolument. Mais sur des marchés qui sont quand même très différents, parce qu'effectivement, il y a une dimension culturelle. Nous, en Europe, c'est vrai qu'on a eu plutôt tendance à se reposer sur de la finance institutionnelle, là où, effectivement, aux États-Unis, la finance de marché a de suite pris une place prépondérante, en fait, dans le financement de l'économie. Et puis, effectivement, les États-Unis, c'est un marché de quasiment 300 millions, un marché captif, en tout cas, qui crée une amorce qui est importante, parce que c'est un gros marché. On n'a pas cet effet marché européen. N'étant pas clairement unifié pour l'instant, non, on n'a pas forcément ça, et même c'est pire, c'est que chez nous, il y a de la concurrence entre les pays, entre les États membres, qui se font parfois du dumping, en fait, à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Donc effectivement, tout ça crée aussi de la déperdition, parce que là où on pourrait aussi avoir des stratégies d'investissement qui flèchent finalement ces investissements vers 1, 2, 3 wannabe champions de leur secteur respectif, ici on essaime beaucoup plus, et à la fin on a moins d'économies d'échelle, quoi. Et alors qu'est-ce que devrait faire le gouvernement, l'État, face à cette chute libre de INSEC selon vous ? En tous les cas, c'est un bon exemple. Remettre de l'argent, de discipline budgétaire déjà, de se dire qu'il faut regarder au plus près et pas attendre l'échec cuisant comme celui qu'on a effectivement noté. Donc, parce que là, très clairement, ça reflète un manque de rigueur et de suivi. Hein. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut aller au sauvetage ? Je pense que c'est important. Oui, bien sûr. Il y a eu trop d'argent investi notamment par BPI France, en fait, pour ne pas sauver le soldat INSEC, mais par contre, il va falloir regarder de plus près ce qu'ils font, quoi. C'est aussi votre analyse, Clément ? Oui, moi j'ai pu observer qu'il y avait eu de nombreux rachats de concurrents par le passé d'INSEC. Ça rejoint un peu la théorie qu'on essaime un peu et qu'il y a beaucoup de concurrence aussi en Europe. Ça me rappelle aussi ce qui s'était passé avec Luco, qui avait racheté un de ses concurrents en Allemagne et qui avait été le début un peu des problèmes. Donc je pense que c'est aussi dans la façon dont on gère son budget d'acquisition des concurrents qu'il faut être plus vigilant. En tout cas, là, sur ces deux exemples-là, j'ai l'impression qu'il y a un pattern qui se distingue. Allez, on passe à notre autre sujet, le haut débit dans l'avion avec Air France, donc qui signe avec Starlink. On nous dit que l'été 2025, ça va être génial. On va pouvoir, à bord des avions Air France, bénéficier d'un accès Wi-Fi à très haut débit, comme à la maison, hein, je reprends les termes. Ce sera gratuit, accessible à tous les voyageurs, quelle que soit leur classe dans l'avion. Il faudra quand même avoir un compte Flying Blue. C'est un moyen de fidélisation quand même évident, et puis sans doute de monétiser des nouveaux services. Je voulais votre réaction là-dessus, sur ce partenariat là qui vient de se nouer, Julien. Alors déjà, ce sera gratuit, pas pour tout le monde. Évidemment, Air France, pour mettre en place ce service, va payer la facture auprès de Starlink, qui sait très bien facturer ce type de service. La vraie question que ça pose, c'est normal, c'est un prestataire. Effectivement. Mais moi, ce qui m'interroge en fait sur cet exemple-là, mais qui révèle quelque chose de plus structurel et structurant en fait dans l'économie numérique aujourd'hui, c'est finalement la capacité aujourd'hui d'opérateurs privés de mettre la main sur des infrastructures essentielles. Aujourd'hui, sur les 8100 satellites, la dernière fois que j'ai regardé, qui sont en orbite basse et qui permettent évidemment de pouvoir éventuellement proposer ce type de service Internet dans des avions qui survolent la planète. Donc ces 8100 satellites, il y en a 6000 qui sont déjà à la possession de Starlink, qui est à peu près 75%. Bon, effectivement, au-delà de l'exemple qu'on est en train de traiter, ça nous dit quelque chose sur la capacité finalement d'entreprises privées qui peuvent avoir des intérêts qui sont très éloignés d'intérêt général, de pouvoir aujourd'hui bypasser complètement tout un tas de réglementations, parce que en fait, là où
auparavant, elles étaient tenues à une certaine responsabilité et du fait d'utiliser en fait des infrastructures essentielles publiques, là aujourd'hui, elles sont capables de dire non mais écoutez, en fait, les réseaux satellitaires, c'est à nous, les câbles sous-marins qui sont essentiels pour pouvoir faire transiter l'information à haute fréquence d'un continent à un autre, c'est à nous aussi. Et en fait, on a de moins en moins besoin du public. Et donc, pourquoi pas s'en affranchir un peu plus, quoi. Donc, il y a une question derrière l'exemple qui est celui qu'on traite aujourd'hui. Il y a aussi une méta-question de souveraineté en fait numérique et de souveraineté tout court. Et Air France, c'est quand même la première compagnie européenne à signer avec Starlink, donc filiale de SpaceX, on le rappelle. Alors, il y a déjà des contrats avec Starlink. Starlink qui est une filiale de SpaceX. Il y a United Airlines, Hawaiian Airlines. Et donc, effectivement, la promesse en termes d'expérience client en vol est prouvée, démontrée. Donc, vous avez jusqu'à 350 mégabits à 10 000 mètres d'altitude. Donc, c'est quand même un record. C'est le débit théorique. On verra ce qu'il en est exactement. Il y a le temps de latence est vraiment c'est au top. Donc, effectivement, c'est les deux compagnies aériennes qui travaillent aujourd'hui avec Starlink sont très contents et notamment leurs clients. Effectivement, ça pose la question de la souveraineté technologique parce que Starlink est un acteur dominant mondial aujourd'hui. Donc on peut se poser plein de questions sur d'éventuels conflits géopolitiques aussi, de savoir qu'on se retrouve coupé comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui est surtout, ce qui représente un défi aujourd'hui européen important, c'est de se dire que les initiatives que l'on a en termes d'organisation satellitaire et d'investissement ne permettent pas aujourd'hui à une entreprise comme Air France de pouvoir en fait aller vers cette souveraineté. Donc il y a le réseau Iris qui est en cours de construction, mais qui ne permet pas aujourd'hui d'offrir ce que Starlink offre. Et puis il y a peut-être un sujet qui moi me tient à cœur sur la question environnementale et la durabilité, c'est qu'il va falloir qu'on encadre quand même cette gestion durable de l'espace orbital et les débris spatiaux qui vont être de plus en plus nombreux. Il faut savoir que les débris spatiaux, le plus gros risque, ce sont les populations au sol qui le courent. Et alors, c'est vrai que le fait d'avoir des satellites en basse orbite, ça permet d'avoir une meilleure connexion parce que c'est plus proche des avions dans le ciel. En revanche, ça ne permet pas d'avoir une connexion absolument partout. Pour ça, on continue d'avoir besoin de satellites géostationnaires. Enfin, quand même, on voit là l'avance considérable prise par Starlink d'Elon Musk. Oui, c'est une avance considérable. On voit aussi qu'il a bien pensé son plan avec SpaceX d'un côté qui permet de mettre en orbite les satellites d'une autre de ses sociétés, finalement Starlink. Donc là-dessus, tout est bien huilé. Il y a effectivement toutes ces questions de pollution orbitale, on va dire. Mais Et pour l'instant, j'ai l'impression que les utilisateurs, ce qu'ils veulent, c'est surtout avoir le Wi-Fi dans l'avion. Ça pose aussi la question de ça, c'est la dépendance à la connexion. Des utilisateurs, parce que finalement il y avait déjà des avions qui étaient équipés de Wi-Fi, c'était une technologie un peu plus ancienne et qui était équivalente à de la 3G finalement dans les avions, donc un peu frustrant pour l'utilisateur compulsif qui voulait actualiser au plus vite, voir ses vidéos en streaming, et là on a un franchissement d'un gap technologique qui permet de retrouver des usages tels qu'à la maison, de pouvoir télétravailler dans l'avion, de pouvoir avoir un divertissement plus varié que ce qui est proposé par la compagnie. Donc ça permet normalement de faciliter l'expérience utilisateur dans les avions. Oui, et puis de générer des nouveaux revenus. Je disais que ça va permettre quand même de monétiser de nouveaux divertissements aussi dans l'avion. Donc il y a tout un écosystème qui va se bâtir autour de ça, qui est quand même très, très faible aujourd'hui, très petit. L'essentiel sera comme du B2B. C'est vraiment des facturations entre des sociétés comme Starlink et des compagnies aériennes, puisque si vous devez vous connecter à 10 000 pieds d'altitude à votre compte Netflix, en vrai, vous êtes déjà abonné à Netflix. Si vous devez vous connecter à Deezer, vous êtes déjà abonné à Deezer. J'imagine les possibilités en termes de e-commerce. Je suis dans l'avion, je vais pouvoir réserver plein de services à destination, peut-être des guides, des tours opérateurs qui vont s'emparer forcément de ces nouveaux moyens de connexion. Des choses qui sont déjà, alors peut-être pas de façon aussi fluide que pourrait le permettre une connexion de ce type-là, mais ça se fait déjà à travers des conciergeries, et puis même les compagnies aériennes proposent déjà aussi ce type de service. Est-ce que c'est pas l'âge de pierre pour l'instant, franchement? Mais c'est intéressant le sujet de la monétisation, donc cet aspect économique, parce que Air France doit équiper 200 avions
Donc c'est cette technologie satellitaire en orbite basse. Et le coût d'investissement n'a pas été révélé publiquement par Air France. Ah oui. Déjà, effectivement, vous l'avez souligné, dès l'été 2025, ces équipements et ces infrastructures vont commencer à être déployés, mais on ne sait pas sur quel calendrier, en fait, il va être achevé. Donc ça pose, en fait, la question de l'équilibre des coûts d'investissement. Parce qu'à court terme, on a effectivement un avantage compétitif. Air France a un avantage concurrentiel aujourd'hui et donc va attirer sans doute beaucoup de clients. Mais en même temps, on ne sait pas dire quelles sont les économies potentielles qu'Air France va arriver à faire ou les gains additionnels avec de l'e-commerce online sur les avions. Oui, quel va être le retour sur investissement finalement? Ils se sont engagés à ne pas augmenter le prix des billets. C'est une vraie question. Pour ce service-là, en tout cas. On n'est pas au courant d'une exclusivité quelconque. Je crois que, comme disait Angélique, aux États-Unis, il y a plein de compagnies qui ont fait affaire, je dirais, avec Starlink sur cette technologie. Là, en Europe, c'est d'abord Air France, mais peut-être qu'ils vont être rattrapés par la concurrence qui est rude en ce moment. Oui, il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas d'information là-dessus, donc je pense que ce n'est pas exclusif. Ouais. Sur les chiffres qui ont circulé, on parlait d'investissement de type infrastructure entre 15 et 25 000 euros par avion équipé. Et ensuite, évidemment, un abonnement entre Air France et Starlink pour pouvoir utiliser la bande passante d'une certaine façon. Et là, on peut imaginer qu'il y a une partie fixe et une partie variable en fonction, effectivement, des appels de bande passante qu'il peut y avoir. Donc, effectivement, la facture risque d'être extrêmement salée. Et on peut imaginer tout un tas de façons qu'Air France peut avoir de compenser, voire même faire un retour sur investissement. Ça peut être par la prise de part de marché sur le court terme du fait de communiquer sur un avantage concurrentiel, mais aussi, on peut imaginer, effectivement, quand bien même il s'en défendrait, qu'il répercute une partie du coût sur le prix des billets, voire même qu'un jour ce qui est gratuit passe payant, ou alors qu'il y ait un accès gratuit en mode freemium, mais si tu veux avoir un accès un peu plus rapide, qui permette effectivement de voir des films en HD, peut-être que ça pourrait peut-être être monétisé, quoi. Ça veut dire que c'est ce que permet aujourd'hui effectivement la 5G, c'est de faire des services différenciés, de créer des nouveaux business models pour tous ceux qui vendent cette connexion Internet, mais enfin ça pose la question de la neutralité du net. Aussi, et ça c'est pas une question simple. Je voulais aussi vous faire réagir parce que Air France, donc compagnie européenne qui signe avec Starlink américain, ça veut dire encore une fois qu'on n'a pas été capable de proposer une offre compétitive. Ça met en lumière le manque d'investissement dans des solutions européennes, même si encore une fois il existe Horizon Europe ou Iris qui ont le mérite d'exister et... Julien. Mais c'est d'autant plus pertinent comme question et comme interrogation que tout à l'heure tu parlais en fait de la surpopulation de satellites en orbite, ce qui fait qu'en fait les satellites d'Elon Musk aujourd'hui ils ont préempté des espaces. Et que plus ils ont préempté d'espace, moins il y a d'espace disponible pour des offres concurrentes. Parce que derrière, ça risque de créer des risques de collision en cascade avec des vrais dangers à la fois pour la tenue des réseaux, mais plus important, sur la retombée des débris spatiaux, éventuellement sur des maisons ou sur des personnes. Donc effectivement, le fait d'avoir préempté des espaces, quelque part, crée aussi une barrière à l'entrée pour des réseaux concurrents de taille à peu près similaire. Et on peut peut-être imaginer que Starlink se transformera en fournisseur de services Internet, finalement, un peu comme on a eu l'accès au haut débit en France à travers d'abord le réseau de France Télécom qui était installé depuis toujours. On peut imaginer aussi un nouveau business model du côté de Starlink. Affaire à suivre. Merci beaucoup pour vos éclairages à tous les trois. Julien Pillot, Angélique Gérard et Clément Feutry étaient avec moi dans Smart Tech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change et aussi en podcast. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent comme ça. À très bientôt.